merci d'être fidèle à l'émission L'entretien de la semaine sur vos chaînes 43 Monde et 43 Niger. Notre invité cette semaine est un avocat de profession, Maître Mossi Boubacar, est aussi un homme politique. Il est actuellement député national et maire de la commune de Yuri, sous la bannière justement du moderne Fa Lumana. Avec lui, nous allons justement parcourir un certain nombre de sujets d'actualité. Bonsoir maître, merci d'avoir accepté cet entretien. Alors, avocat de profession, homme politique, qu'est-ce qui a pu finalement forger ce destin politique, cet engagement politique? Merci M. Gibault, c'est à moi de vous remercier de vous être intéressé à ma modeste personne. En fin de motivation, je crois que il ne me plaît pas souvent de parler de moi-même en tant que tel, parce que je ne trouve pas le parcours aussi particulier pour en parler. En termes de motivation, je suis enfant du peuple et assez souvent je suis au village. Lorsque la situation s'est présentée, j'ai juste saisi l'opportunité et pour vouloir gérer les miens, apporter ma contribution dans ce que j'ai pu voir ailleurs ou lire dans la théorie des livres, mettre ça en pratique pour gérer la cité, le village, la commune et progressivement, voilà là où nous en sommes. Vous comptez justement apporter vos efforts à l'édifice national, comme on le dit, c'est bien cela. Et évidemment, si je peux apporter quelque chose à l'édification de mon pays, je le fais en toute modestie, sans tapage, sans tambour, comme je l'ai fait au village. Alors maître, vous êtes un homme de droit, comment alors vous arrivez à concilier droit et politique? Le droit et la politique, il n'y a pas une grande différence, parce que si tu tiens compte de ce que je professe comme avocat, l'avocat c'est le sentinelle du droit, de la démocratie. Nous sommes dans un cadre démocratique, la politique c'est aussi cela, la défense, c'est l'altruisme, la défense des autres, des intérêts, la gestion des intérêts des autres, défendre les plus faibles, défendre leurs intérêts, postuler pour leur compte. Et voilà, vous voyez bien que les deux métiers ne sont pas très différents, il n'y a pas une grande marge. L'essentiel, c'est de se sacrifier. Et l'avocat, déjà, le métier d'avocat est déjà un métier de sacrifice pour l'intérêt, pour la défense des plus faibles. C'est tout de même une expérience inédite. Il ne vous est jamais arrivé de rencontrer des difficultés quand même dans la conciliation de ces deux fonctions? Ma foi, en termes de difficultés, non. Ce n'est pas non plus inédit parce que ce n'est pas la première fois que des gens de la robe, des métiers, des avocats fassent de la politique. Si vous regardez un peu, je ne me compare pas à ces grands hommes. Les Mitterrand, les Wade, Mandela ont été des avocats, Sarkozy, tous ces gens ont été des avocats. Ce n'est pas que je me compare à eux, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas inédit, ce n'est pas extraordinaire. C'est le parcours ordinaire de l'avocat. Maître, vous êtes à l'Assemblée nationale. À un moment donné, justement, de l'histoire de cette Assemblée nationale, on avait assisté à des joutes entre majorité et opposition au niveau de l'Assemblée nationale lorsqu'il s'était agi justement de renouveler le bureau politique, le bureau, autant pour moi, de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on constate que la CNT comme une réalité à l'Assemblée nationale. L'opposition a repris quand même sa place au niveau du bureau qui a été mise en place cette fois-ci conformément à la configuration de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous confirmez effectivement que la sérénité est revenue à l'Assemblée nationale aujourd'hui? La sérénité est peut-être revenue, mais c'est pour aussi la sérénité est revenue, c'est grâce à nous, grâce à notre conviction, grâce à notre témérité à tenir, parce qu'au moment de cette crise, nous étions convaincus qu'on était dans notre bon droit, c'est-à-dire que la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée étaient clairs là-dessus, sur la configuration. Il fallait qu'il y ait l'opposition et la majorité à proportion dans le bureau. En son temps, nous l'avions dit, la majorité n'avait pas voulu l'entendre de cette oreille.
ils ont mis à contribution, je le dis et je l'assume, l'organe de régulation qui était la Cour constitutionnelle pour asseoir, pour mettre un bureau illégal anticonstitutionnel à l'époque qu'ils ont maintenu pendant 1 an. Mais après 1 an d'épreuve, ils se sont ravisés qu'ils ont tort et ils sont revenus à la raison. De sorte que au dernier renouvellement du bureau, la sérénité a prévalu, la raison a prévalu. C'est une bonne chose, je m'en félicite. Et voilà que actuellement le bureau de l'Assemblée est redevenu conforme, comme pour dire que la Cour constitutionnelle qui leur avait donné raison, et ils l'ont désavoué. Parce qu'ils ont finalement compris qu'ils ne peuvent pas continuer à fonctionner avec un bureau à 3 pieds au lieu de 4. Quand vous vous asseyez sur un fauteuil à 3 pieds, vous voyez bien que votre équilibre est précaire. Et c'est cela qu'ils ont compris. Je crois que c'est tant mieux. C'est une bonne chose pour l'intérêt de la République et du pays et de la République. Aujourd'hui, les rapports entre parlementaires, l'opposition et ceux de la majorité sont en bon terme. Nous exerçons nous assumons nos positions, nos couleurs politiques, chacun. Vraiment, bon, il n'y a pas de problème personnel entre les députés de la majorité comme ceux de l'opposition. Même si, quelque part, le rythme, la qualité du travail du Parlement, la qualité de la production législative aujourd'hui, ce n'est pas ça. J'avoue que l'Assemblée aujourd'hui ne fonctionne pas, ce n'est pas la même ambiance bon enfant comme dans le temps, comme par le passé où il y avait le président Hamma. Le rythme est cassé parce que à force de vouloir soumettre l'Assemblée aux ordres, au pas, ça a cassé le rythme. L'Assemblée qui est le temple de la démocratie, qui est le lieu de l'expression plurielle des opinions, a été cassé, le rythme a été cassé de sorte qu'aujourd'hui, c'est une sorte une assemblée où il y a un monologue, le dialogue est à sens, à la fin, les discussions sont à sens unique, de sorte que intellectuellement, ce n'est pas tenable et majorité comme opposition ne se sentent plus à l'aise dans cette opposition. Quand vous regardez les plénières de l'Assemblée, vous allez voir que les fauteuils, les sièges sont vides. Qu'il s'agit du côté, qu'il s'agisse... C'est qu'on a tout le temps reproché aux parlementaires nigériens. Ce n'est pas aux parlementaires qu'il faut... C'est un faux procès que les gens sont en train de faire aux députés. Il faut trouver le mal ailleurs, à la cause de cet absentéisme. J'accuse personnellement et directement le président de la République qui a voulu d'une assemblée à ses pas, aux ordres, et j'ai compris que même la majorité, des députés de la majorité eux-mêmes ne supportent plus cela parce que l'engouement n'est plus, la discussion, le débat n'est plus incitatif. Intellectuellement, c'est intenable. Aujourd'hui, quand vous partez à l'Assemblée, tant que ce n'est pas la volonté du gouvernement, tant que ce n'est pas l'avis du gouvernement, aucune loi ne passe. Dans la Constitution, il est dit que les députés et le gouvernement, du moins l'Assemblée et le gouvernement, ont concurremment l'initiative de loi. Ça veut dire qu'ils ont concomitamment l'initiative de loi. Si aujourd'hui, vous, députés, nous, députés, on fait une loi, la procédure voudrait qu'on envoie au gouvernement. Si le gouvernement donne un avis défavorable, c'est automatiquement rejeté. Et tout ce que le gouvernement fait, tout ce que le gouvernement dit, c'est ce qu'on fait. De sorte que ce n'est pas seulement à l'opposition qu'il y a des intellectuels. Je reconnais la valeur de certains députés de la majorité. Ceux-là sont en conflit interne et ils ne supportent plus le comportement aujourd'hui de l'Assemblée, où il n'y a plus de débat, où on vous dit, si vous voulez prendre votre liberté pour réfléchir, pour faire un débat, on vous coupe la parole, ou parce que c'est deux choses l'une, ou parce que le gouvernement ne le veut pas, ou parce que celui qui dirige le débat n'est pas à la hauteur de tenir un débat, de diriger un débat. De sorte que c'est de la monotonie, les gens s'ennuient, et puis bon voilà pourquoi est-ce qu'ils désertent l'Assemblée.
Vous voulez dire que l'Assemblée nationale n'était pas sous coupe réglée sous la présidence de M. Mamadou? J'avoue que ce que je peux dire, et on peut le vérifier, les journalistes sont souvent là au cours des débats. Au temps de Hama, le débat était démocratique. Des gens se rebellaient même pour s'en prendre à lui. C'était clair, c'est passé, les gens pouvaient suivre les débats en direct. Ce n'est vraiment pas un débat à sens unique. En ce moment, les joutes oratoires c'était vraiment intéressant. Tout le monde se sentait à l'aise quand vous venez, vous préparez les plénières avant de venir. Quand il y a des discussions, chacun fait des recherches et on vient, c'était des débats contradictoires et c'était plus encourageant, ça incite beaucoup plus. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. On peut le vérifier. Et ça, ceux qui ont fait en sorte que l'Assemblée soit sous coupe réglée, je crois que c'est eux qui doivent en assumer les conséquences. C'est plutôt eux qu'il faut voir, plutôt que les députés qui aujourd'hui ça lasse de venir s'asseoir pour faire donner l'impression qu'on est une chambre d'enregistrement. Vous continuez quand même à jouer votre rôle d'opposant parce que la contradiction, c'est avant tout vous qui devez la créer. Nous la créons, nous la faisons, mais enfin... le problème, c'est qu'il y a une sorte de majorité mécanique. Aujourd'hui, qui n'entend plus raison. Qui aujourd'hui, la dictature est telle qu'aujourd'hui, si vous pensez autrement que ce que pense le prince d'en haut, vous êtes marginalisé. Ils sont dans cette logique-là. De sorte que nous, même quand nous apportons nos idées, quand nous discutons, quand un opposant lève même le doigt, on s'imagine déjà ce qu'il va dire et on lui coupe la parole, on ne lui donne même pas la parole. Voilà ce qui est la réalité de l'Assemblée. Et c'est pourquoi plutôt que de se faire rabrouiller chaque fois, de lever le doigt en vain, on ne s'intéresse pas à vous. Les gens préfèrent vaquer à d'autres occupations. Maître, le régime du président Issifou vient justement de faire récemment le bilan de sa gestion de 4 années. Il faut peut-être rappeler là que vous aviez pris part quand même à cette gestion jusqu'en 2013 où vous aviez choisi justement de claquer la porte. Alors, en tant que député national aujourd'hui, vous serez le mieux placé quand même pour apprécier. Quelle appréciation vous en faites de ce bilan? Ce bilan peut être apprécié diversement. Pour ma part, je l'apprécie de deux manières. D'abord, dans la forme. Oui. Dans la forme, c'est raté parce qu'à 4 ans, il est investi pour un mandat de 5 ans. Oui. Si en 4 ans, il se trouve à faire un bilan général, ça veut dire que normalement, il devrait faire un bilan de l'année 2014 qui s'est écoulée. Parce que par le passé, c'est comme ça qu'il va faire. Pour faire un bilan général, il faut qu'il attende la fin de son mandat pour faire le bilan général. Parce que c'est en ce moment que, bon, il peut espérer, il rentre en campagne et il fait un bilan de campagne. Maintenant, s'il le fait, c'est que j'ai l'impression que son bilan annuel est insuffisant, de sorte qu'il faut qu'il extrapole. Deuxième chose, c'est que dans ce bilan-là, j'ai l'impression qu'il ajoute même... Il fait quand même des réalisations qui n'a pas encore, des choses qui n'ont pas été réalisées. Il extrapole. Il dit, en 4 ans, j'ai fait tel nombre de classes, l'année prochaine, je ferai tel nombre. Donc, vous voyez, c'est de l'extrapolation. C'est beaucoup plus un président en campagne que j'ai vu plutôt qu'un président qui fait un bilan. Il est déjà en campagne. Il l'a déjà toujours été, c'est ce qui fait qu'il a raté son mandat. Il a toujours été dans une logique de campagne. Il a oublié, par déformation, pour avoir passé 20 ans d'opposition, je crois que quand il est devenu président, il a oublié que maintenant, il est jugé non sur les promesses, mais sur les actes. Et c'est ça, c'est cette impression que j'ai eue quand il a fait son bilan. C'est tout de même un bilan qui parle d'actes. Il parle d'actes justement, mais des actes quand il parle des actes, c'est mitigé avec je ferai, je ferai. Il n'est plus un président en campagne ou bien un opposant qui doit... Le bilan, quand on fait un bilan, c'est par rapport à ce que vous avez fait. Ce n'est pas par rapport à ce que vous ferez. C'est différent de la présentation d'un programme. Là, un bilan,
C'est vraiment quelque chose que vous avez fait. Mais quand vous l'entendez dire que j'ai déjà fait tel nombre l'année prochaine, j'aurais fait, je crois qu'on sort du cadre du bilan. C'est de l'extrapolation et de l'extrapolation maladroite pour son cas. Au fond, vous voyez bien qu'aucun des chiffres n'est crédible. Ah oui? Oui, aucun des chiffres n'est crédible. L'opposition, le chef de file de l'opposition a déjà fait le tour de tout cela. Pour ma part, je me contenterai de dire ce qu'il devrait dire et qu'il n'a pas dit. Par exemple, ce qu'on aurait pu l'entendre sur le plan de la sécuritaire, sur le plan social, le front social qui s'embrase, la santé. Sur le plan de la santé, les épidémies, cette épidémie dans laquelle, au moment de laquelle l'État a carrément démissionné. Vous voyez l'épidémie de méningite. L'État a carrément démissionné. C'est l'hôpital qui a géré cette épidémie. Or, l'hôpital national n'a pas vocation à gérer une épidémie. L'épidémie s'était déclarée, les prémices de cette épidémie s'étaient déclarées depuis le mois de janvier. Gouverner, c'est prévenir, c'est prévoir. Or, en ce moment, depuis ce moment-là, ils n'ont rien fait. Ils étaient omnibulés à casser d'autres adversaires politiques que, bon, pour la réalité, la gestion courante, ça passait outre, ça passait par-dessus leur tête. De sorte que quand l'épidémie était venue, ils n'ont pas su, ils n'ont pas pu le gérer, ils ont démissionné, ils se sont contentés. Heureusement, Dieu a sauvé, Dieu nous aime bien parce que nous avons eu des oulémas qui ont été vigilants, qui se sont adressés à Dieu, qui a exaucé et aujourd'hui, ça s'est extompé. Or, Dieu, c'est le dernier recours de l'homme. Quand les gens ne sont... c'est quand on n'a plus rien à faire qu'on s'adresse à Dieu pour dire que, bon, que Dieu nous sauve. Ça, c'est le dernier, c'est le recours de l'homme désarmé. C'est ce qui s'est passé. Donc, et sur le plan social, sur le front social, vous voyez, malgré tous les efforts qu'ils font pour corrompre tel ou tel syndicat central, ça ne va pas sur le front social. C'est l'embrasement. On est dans une situation, une sorte d'implosion, parce qu'aucun secteur véritablement ne marche aujourd'hui. Sur le plan économique, c'est la catastrophe. Les gros chiffres qu'on balance, on a investi tel milliard, mais on ne ressent pas l'impact de cet investissement dans la ville. Depuis tout ce qu'on voit comme réalisation à travers la ville, Donnez-moi un exemple de réalisation. Les échangeurs, par exemple. Monsieur Djibo, l'échangeur n'a rien à voir à la vie quotidienne de la ménagère ou du foyer. Qu'est-ce que ces échangeurs ont apporté de nouveau concrètement dans la vie des ménages? Le problème de ces échangeurs, de ces masses de béton, c'est que si ça avait été l'occasion de pourvoir de la main-d'œuvre à haute intensité, du travail à haute intensité de main-d'œuvre locale, au moins cet argent allait être reversé dans l'économie nationale. Peut-être qu'en ce moment, le panier des ménagères, de la ménagère se serait senti aller s'améliorer. Malheureusement, tous ces marchés-là sont donnés à des étrangers qui rapatrient, ou du moins qui exportent nos fonds. C'est tout l'argent que nous, on met pour faire ça est donné à d'autres personnes qui les rapatrient chez eux. Ils font tout de même embaucher les Nigériens. L'impact est très faible. Parce qu'il n'y a pas de... c'est ça que j'ai dit, il n'y a pas une création d'emplois à haute intensité de main-d'œuvre. C'est quelques rares petits métiers de tireurs de brouettes, même le ciment ou ailleurs, tout est importé, les matériaux sont importés, la technique, de sorte que, sincèrement, quand tu vois ces gros ouvrages, et l'impact, c'est très faible. Ce n'est pas une façon d'indexer telle ou telle nationalité. Mais vous allez voir dans ces gros chantiers-là, la plupart du temps, tu vas voir, même les manœuvres, c'est souvent des Chinois. Même les manœuvres, c'est des Chinois. Alors, deuxième chose, quand vous prenez par exemple, au niveau de Gorubanda, un exemple, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne se dédommagent même pas, comment on appelle les populations alentours. Le plateau qui sert de site pour la construction de la centrale
qui est en train d'être faite par la Nigélec. Ce plateau, on a engagé la procédure d'expropriation jusqu'à arriver au moment de quantifier le montant qu'ils ont arrêté. Et ils ont en plus, parce qu'il y avait 80 hectares qui avaient été prévus, ils n'ont pas dédommagé. Ils ont ensuite extrapolé pour dire qu'ils vont, prendre 300 autres hectares. Là également, ça n'a pas été dédommagé. C'est pour vous dire que tous ces montants-là ne génèrent pas de richesse. Et ça ne crée pas, ça ne participe pas à l'amélioration de la vie des citoyens, des Nigériens. Ce n'est tout de même pas une appréciation d'un opposant. C'est du concret ce que je dis. J'invite quiconque parmi eux, sans défier, j'invite quiconque parmi eux à venir, on va faire le débat. Ces investissements, le plus souvent, sont plutôt l'occasion pour se faire des sous, pour détourner entre eux. Ok, même cela, si c'est pour investir dans le pays, ça va, mais le plus souvent, c'est pour trouver d'autres zones de destination pour leur truc. La dernière fois, j'ai vu, c'est l'occasion que vous me donnez, la dernière fois, j'ai vu le président de la République inviter un pays, la Guinée équatoriale, je crois, si je ne m'abuse. C'est par hasard que je me suis rendu compte de ça, parce que je ne suis plus ces activités en tant que telles, parce qu'il fait des dépenses et des déplacements, des trucs de prestige. Et en fin de communiqué, j'ai entendu des appels à des investisseurs nigériens pour aller investir en Guinée équatoriale et dans des secteurs comme la banque. Nous qui cherchons nous-mêmes à ce que d'autres personnes viennent investir chez nous, où est-ce que vous voyez quel est ce Nigérien-là qui a la capacité d'aller investir dans le secteur de la banque dans un pays comme la Guinée équatoriale? En fait, le subterfuge, c'est que ce sont des pays le plus souvent, des pays de paradis fiscal. Et c'est très souvent des pays surtout de haute criminalité à col blanc. L'argent qui a été détourné là, c'est pour trouver des subterfuges, pour trouver des sociétés d'écran, des prête-noms pour aller investir leurs sous qu'ils ont détournés là-bas. C'est de cela qu'il s'agit. C'est comme par exemple, au moment de l'achat de l'avion controversé, ça ne vous a pas tiqué qu'on dise que les règlements des frais de l'avion sont domiciliés dans un compte aux îles Canaries? Ça obéit à quelle logique? Il ne reste pas grand-chose, maître. Je disais dans mon introduction que vous êtes député du Modène Lumana, FA Africa. Votre parti, nous ne sommes pas loin des élections générales, particulièrement l'élection présidentielle. Votre parti, le Modène FA Lumana, a investi M. Amamadou comme son candidat. Et vous le savez très bien, vous êtes un des avocats justement de M. Amamadou. Il a quand même des déboires avec la justice nigérienne, et à la lueur où vont les choses, on se pose des questions si véritablement cette question va être tranchée de sitôt avant qu'on franchisse le table des élections. Alors est-ce que véritablement ce ne serait pas un choix risqué? La politique est par essence un métier risqué. En nous investissant dans la politique, on sait que ce ne sera pas facile. Mais nous avons foi à la clairvoyance de notre peuple qui sait choisir. Avant que Issoufou ne devienne président de la République, son leitmotiv était que lui, c'est un homme d'État propre. Quand on disait Hama est un homme d'État, pour faire la différence, il dit lui, il est un homme d'État propre. Aujourd'hui, je crois que cet qualificatif a disparu de son jargon. Nous sommes des hommes propre, et nous croyons à la clairvoyance, nous, de notre peuple. Le peuple ne se laissera pas divertir. C'est eux, c'est lui qui, à défaut d'autres moyens, nos adversaires, à défaut d'autres moyens plus objectifs, plus concrets, plus décents, de pouvoir éliminer un adversaire, qui ont créé cette situation qu'ils appellent à faire des bébés. La preuve, c'est que les enfants, certains de ces enfants ont plus de 2 ans. Tout le temps où on était avec eux,
ils n'ont pas parlé de cette affaire-là. Ils ne l'ont pas évoqué comme en tant que scandale d'État. Mais il a fallu que Hamma prenne ses libertés parce que justement, il ne pouvait pas continuer. C'est un homme politique averti. C'est l'un des hommes politiques, je ne dirais pas le plus averti, mais très averti. Parce que, je vais te dire le superlatif, parce que par respect à l'opinion, je laisse les gens apprécier, le peuple nigérien apprécier. Mais c'est pour cela que je me contente tout simplement de dire que c'est l'un des hommes très avertis sur la scène politique. Et en tant qu'homme averti, quand il a vu le chemin qu'est en train de prendre Issoufou, très tôt, il a pris ses libertés pour se démarquer. Et c'est pour répondre à l'autre aspect de votre question précédente, que nous avons effectivement, en ce moment, participé à la gestion. Mais même lorsque nous participions à la gestion avec eux, nous avons toujours su lui dire attention, il ne faudrait pas qu'on bascule. À toutes les occasions de discours, de clôture des travaux, d'ouverture ou de clôture des travaux de l'Assemblée, le président Hamma a toujours alerté l'opinion. Ça ne plaisait pas à Issoufou. Et quand il a compris que Issoufou n'est pas un homme avec lequel on peut discuter, qu'on ne pouvait pas cheminer ensemble, parce que si on restait ensemble jusqu'à la fin, on serait comptable de sa gestion, de sa mauvaise gestion. C'est pour cela qu'à un moment, on s'est arrêté pour dire, bon, ça suffit. On assume pour notre part de gestion pendant le temps où on était ensemble, encore que nous avons l'occasion, nous avons les moyens de prouver qu'on vous a alerté, mais à partir de ce moment, on prend nos libertés pour pouvoir critiquer. Et c'est à partir de ce moment, si vous constatez que les déboires de Hamma ont commencé. C'est à partir de ce moment que sa volonté s'est affichée de le débarquer de l'Assemblée nationale. Sa volonté s'est affichée de créer tous les scandales possibles pour discréditer ça. C'est l'imagination, en fait, c'est bien cela. Pardon? C'est dossier, c'est de l'imagination. Pour moi, c'est de l'imagination, bien sûr. C'est de la pure création de son imagination. C'est trop bas comme dossier qu'il faut coller à un adversaire. C'est indécent de sa part, ça ne le grandit pas. Il aurait pu chercher des moyens plus stoïques, plus objectifs. N'est-ce pas? Nous sommes un peuple, le Niger est un peuple musulman, ok, où la tolérance est de mise, où certains trucs n'auraient pas pu être, la décence tout simplement, la morale aurait pu recommander d'éviter. L'adversité ne peut pas justifier certaines haines. Une dernière question, maître. L'opposition va-t-elle participer justement aux élections futures? Parce qu'il se raconte que dans votre stratégie, ce n'est pas évident. Et c'est ce qui fait que vous évoquez quand même des sujets tels la récusation de la Cour constitutionnelle. Quand on sait le rôle que cette Cour a joué dans le processus, on se demande si véritablement vous allez participer aux élections. Nous avons effectivement, l'opposition a effectivement déclaré, effectivement publiquement déclaré, récuser la Cour constitutionnelle. C'est à notre corps défendant, nous l'avons dit parce que nous avons estimé que la Cour constitutionnelle, dans sa composition actuelle, a posé des actes qui méritent qu'on lui retire toute confiance. Vous voyez bien, au moment de la crise de l'Assemblée, les décisions qui ont été prises par la Cour constitutionnelle, quand vous les prenez une à une, ces décisions-là, vous vous rendez compte que la Cour constitutionnelle est carrément sortie de son cadre régalien, c'est-à-dire son rôle de régulateur pour devenir... La Cour constitutionnelle est une juridiction qui contrôle la conformité des lois par rapport à la Constitution. Or, non seulement elle est sortie de ce cadre-là pour apprécier des faits du règlement intérieur, alors que la Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction de fond. Le règlement intérieur, les violations du règlement intérieur là, ne rentrent pas dans son cadre parce que le règlement intérieur n'est pas une constitution. C'est vrai, c'est une loi organique qui passe au contrôle
de la Constitution, le contrôle de constitutionnalité. Mais de là à apprécier des faits comme une juridiction ordinaire, il y a un décalage. Mais le pire, c'est qu'elle s'est mise à légitimer des faits, des comportements des acteurs, plutôt que d'apprécier la loi par rapport à la Constitution. Ces choses ont amené qu'on a retiré notre confiance parce qu'on a estimé que si pour des moindres choses, des actes de gestion courante des institutions, elle s'est permise de ne voir que dans le sens du pouvoir, lorsqu'il s'agira d'enjeux plus grands comme des élections, la Cour constitutionnelle n'hésitera pas à l'état actuel. Or, l'enjeu, le fait, c'est que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. On ne peut pas. En conclusion, maître, cela veut dire que tant que la Cour est là, la Cour constitutionnelle est là, ce serait difficile pour l'opposition d'y participer. Ce ne serait pas difficile, ce serait même impossible. Et je les ai entendus dire qu'on ne peut pas recuser la Cour constitutionnelle. Mais ça, c'est un problème politique qui doit avoir une solution politique. Et je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on recuse une Cour constitutionnelle au Niger. Qu'on se rappelle que dans la période 96 à 98, le président Issoufou était à l'opposition au sein du FRDD. Et en ce moment, le FRDD avait posé comme condition à sa participation à toute compétition électorale la recomposition de la Chambre constitutionnelle, qui était logée à la Cour suprême à l'époque. Et ça a été obtenu. Je me rappelle que le 31 janvier 1998, sous la houlette de Guy Laverty, il y a eu des accords, et dans ces accords, on est revenu sur la composition de la Cour constitutionnelle, parce que justement, la Cour constitutionnelle, à l'époque, n'inspirait pas confiance. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir nous dire qu'on ne recuse pas une Cour constitutionnelle. Merci, maître, pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder, chers téléspectateurs de 43 Niger et 43 Monde. Nous sommes à la fin de cet entretien. Nous recevions pour vous maître Mossi Boubacar, avocat professionnel. Il est aussi un homme politique, comme je l'ai dit dans mon introduction. Vous nous avez suivis. Merci, ce sera la prochaine.